Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, ainsi qu'à M. Goyette, pour parler d'un métier qui apparemment n'est pas peu connu, et puis pourtant, si dans la salle on se sent en sécurité, c'est un peu grâce à eux, puisque si jamais il y a quelqu'un de nous avait un problème, eh bien, on peut appeler rapidement au 911 et ils vont envoyer du personnel, des intervenants pour venir nous aider. Ce métier de 911 est un métier peu connu, où les gens qui sont en détresse vont appeler. Les gens vont y avoir une prise d'appel et une répartition des appels qui vont envoyer les secours pour intervenir. Et c'est un métier donc qui est à l'arrière-scène des services qui interviennent sur les lieux d'événements. C'est un métier relativement récent aussi au Québec, qui s'organise depuis la fin des années 90, début des années 2000. Il n'y a pas eu beaucoup d'études dans ce métier-là, notamment au niveau de la santé-sécurité, mais dans d'autres domaines, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Notre objectif, c'était une fois qu'on a défini, qu'on a regardé les problèmes, c'est de passer au stade de l'intervention et des solutions. Puis en ergonomie, l'idée, pour nous, c'était comprendre comment surviennent les facteurs de risque psychosociaux dans les situations de travail afin de proposer des pistes d'action pour la prévention des risques TMS. Et donc, à ce niveau-là, la méthodologie qu'on a utilisée, on a réalisé l'étude dans différentes régions du Québec, des petits, des moyens et des grands centres. On a constitué un comité de suivi avec les représentants des employés et les représentants des employeurs de ces centres-là, avec évidemment la participation du conseiller de l'APSA et de Charles. Les données ont été recueillies auprès de 11 préposés volontaires durant le quart de travail complet, 6 femmes et 5 hommes, des personnes expérimentées, 2 nouveaux et 4 quarts de jour, 3 de soir et 2 de nuit, pour avoir une diversité des situations de travail sur lesquelles on a pu observer. On a vraiment été assez exhaustif dans le recueil de données. Donc on a fait des mesures de nature physiologique pour vérifier au niveau des MEG et des muscles de trapèze comment pouvaient se comporter, parce qu'on sait qu'au niveau des questions de charge mentale, ça peut se voir, dans le laboratoire on a pu mesurer des effets au niveau d'une tension plus élevée au niveau des muscles du trapèze. Au niveau de la variabilité du rythme cardiaque, qui est une mesure du stress qui peut être utilisée, donc Alain Steve Comtois développe cette méthodologie à l'UQAM, donc on était intéressé de savoir comment ça se comportait au niveau de la prise d'appel à 911. Puis ensuite, en ergonomie, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les éléments physiologiques, c'est important, mais les éléments subjectifs perçus aussi, c'est aussi important pour nous. Et donc, on a pris des mesures d'évaluation subjective, et donc on a utilisé l'échelle de Borg, où on a mesuré non seulement les douleurs musculo-squelettiques, mais aussi les questions de charge de travail en termes de quantité de travail, la complexité des appels à répondre, les émotions et la fatigue. Cette échelle était passée toutes les 30 minutes. Toutes les mesures physiologiques qui ont été faites et l'évaluation subjective ont été faites sur un quart de travail au complet, ce qui représente une masse de données assez importante. Il y a la description de l'activité de régulation qui a été faite au niveau du travail en analysant les communications. On a eu accès aux communications 911, dont on a pu comprendre comment le dialogue entre... on a fait des analyses de dialogue entre l'appelant et le préposé qui répondait. On a réalisé des entrevues d'autoconfrontation suite aux observations et ensuite, avec Louise Saint-Arnaud, pour comprendre comment se passait plutôt au niveau intersubjectif, on a fait des entrevues d'analyse de psychodynamique avec des entrevues de groupe. Alors les résultats, si vous voulez, dans l'étude, on a analysé 1409 appels, donc des appels téléphoniques. On n'a pas vraiment analysé les appels radio, on ne sont pas comptabilisés là-dedans. Dans ces appels, il y a 36% d'appels qui étaient liés à la ligne 911, mais les préposés ont d'autres tâches. Ils ont les tâches notamment de répondre comme au standard de service de police, donc il y a 31% qui restent ligne de service de police et 33% qui étaient liés aux travaux publics et sécurité d'urgence. Si vous avez une inondation, le robinet qui coule, etc., vous avez appelé à ce niveau-là. Dans ces appels-là, l'analyse, on a regardé que 20% à peu près, dont un cinquième des appels comportaient des difficultés relationnelles, des difficultés cognitives avec les gens qui appelaient. Il fallait mieux préciser la demande, la demande confuse par exemple, notamment, ou des aspects de compréhension.
Au niveau des résultats de l'électromyographie, ce n'est pas des charges lourdes, ce n'est pas de la manutention, c'est des charges relativement faibles au niveau physique, mais ça empêche qu'il y a beaucoup de musculo-squelettiques qui se développent dans les bureaux, où les gens développent des charges faibles, c'est des charges biomécaniques faibles. Mais ce qu'on a trouvé, en fait, correspond aux travaux que Alain avait fait au niveau des bureaux. L'intensité était assimilable à ça. Par contre, l'analyse au niveau de l'activité cardiaque, ce qui est apparu d'une façon assez importante, c'est que la variabilité cardiaque est un signe de bonne santé. Et au contraire, la perte de cette variabilité du rythme cardiaque est signe de stress. C'est un indicateur qui est utilisé quand les gens font une chirurgie cardiaque pour prédire un peu la mortalité des personnes qui auraient suite à une chirurgie cardiaque. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une perte de variabilité importante des préposés qui commençait dès le début du travail et qui se maintenait tout le quart de travail. Et ça affectait davantage les préposés expérimentés que les plus jeunes, si vous voulez, les nouveaux. Et on a laissé, avec un holter, on pouvait laisser la fréquence cardiaque enregistrée par la 24 heures. Et ce qu'on a pu regarder, c'est que cette perte de variabilité cardiaque était récupérée rapidement une fois le travail fini. Donc, ce qui nous fait dire qu'il y a un stress d'anticipation, comme quoi les préposés expérimentés, quand ils arrivaient au travail, étaient déjà un peu activés pour agir, pour faire face aux problématiques auxquelles ils doivent faire face. Le travail des préposés, en fait, c'est un travail qui est un travail qui demande des compétences particulières, notamment au niveau de la prise de décision. Un travail rapide et complexe, parce que les gens doivent analyser l'appel en quelques secondes, ils doivent se faire une idée de l'appel. Et souvent, ces appels ne sont pas clairs, donc il y a une nature implicite de la demande. Des éléments, des fois, une demande insignifiante peut révéler, selon l'ambiance de travail, selon la voix de la personne, selon le type d'appelant, que ça cache un problème. Et donc, le préposé 911 doit être toujours attentif quand il reçoit des appels pour répondre à ces appels. Il doit décider rapidement de la priorité de l'urgence. Hein. C'est très important au niveau des secours. Hein. Donc, pour cela, il doit interpréter la demande, il doit comprendre le contexte. Hein. Il doit poser des questions, il doit clarifier la question. Ça ne se fait pas, la demande n'est pas reçue directement. Il y a une analyse qui se fait. Pour cela, il est pris dans un dilemme en termes de communication parce que d'un certain côté, il doit gagner la confiance de la personne, donc il doit avoir un certain rapport relationnel avec quelle personne, mais il doit se monter aussi autoritaire pour rapidement avoir la demande. Et aussi, il utilise le doute, c'est-à-dire qu'il va avoir toujours à se questionner, à aller plus loin dans le questionnement pour poser ses questions. Le doute fait partie de son outil. Pour cela, évidemment, il y a des appels difficiles, des appels dramatiques, des appels de personnes inciviles, etc. Donc, il doit canaliser, il doit contrôler ses émotions, il doit canaliser ses émotions. Et comme je disais, il doit recadrer la demande, savoir convaincre. Et à ce niveau-là, il peut être les problèmes qui sont très variés. Il doit des fois être psychologue, des fois conseiller matrimonial parce que c'est des problèmes conjugaux, des problèmes de divorce, etc. Des fois des problèmes d'enquête policière, etc. Il doit être pédagogue, donc il doit faire preuve d'un certain élément, tout ça sans être vraiment dans ces domaines-là. Donc la relation on a pu démontrer, si vous voulez, un certain nombre de problèmes qui sont liés aux relations avec les citoyens, dans demande confuse. La relation avec les policiers aussi, le travail des préposés les amène beaucoup à travailler en interaction avec les policiers. Donc il y a cet élément où il y a un sentiment de responsabilité. Quand ils voient un policier, si vous voulez, sur le terrain, ils sont responsables de la sécurité du policier. Il y a des situations d'urgence complexes où ils se situent à ce niveau-là. Ils doivent intervenir. Dans une intervention policière, ils peuvent être intermédiaires entre le témoin qui appelle et les policiers qui interviennent sur le terrain. Et évidemment, en tant que premier répondant, la moindre erreur est plus facile et visible, si vous voulez, et donc on a peut-être plus tendance de les blâmer quand il y a un problème, alors que quand il n'y a pas de problème, c'est les policiers ou les pompiers qui sont les premiers congratulés, si vous voulez. Donc, si vous voulez, pour passer rapidement au niveau des pistes d'action, ce qui apparaît, c'est que les compétences, c'est un travail où les compétences ne sont pas reconnues. Et donc, il y a besoin d'un soutien individuel. La formation au niveau des communications est limitée.
Donc on va se diriger vers l'aspect de la transmission des savoir-faire qui sont développés, qui sont spécifiques au 911. Il faut mettre en place, c'est pas connu, il faut les mettre en place, il faut développer ces éléments pour faire de la formation. Et le soutien organisationnel va pouvoir suivre, et aussi au niveau professionnel, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de formation, que ce soit académique, où il n'y a pas de reconnaissance, même au niveau de la formation, au niveau des policiers, il y a très peu de formation qui se fait dans l'école de police pour les relations avec les 911. Alors pour conclure, je vais passer la parole à Sylvain Goyette, coordonnateur du centre de Gatineau. Donc j'aimerais remercier l'Institut de me permettre aujourd'hui de partager avec vous ce court témoignage. Bien que le travail des personnes œuvrant dans les centres d'appel d'urgence est encore aujourd'hui peu connu, il devient nécessaire et surtout très important d'arriver à bien identifier et comprendre comment surviennent les risques psychosociaux dans les centres d'appel d'urgence. Pour cette raison, notre organisation n'a pas hésité à se joindre à l'étude, comme l'ont également fait nos partenaires des villes de Québec, Lévis, Trois-Rivières et Saint-Jérôme. Les enquêtes statistiques effectuées par l'Institut au niveau des TMS et des TSP nous ont heureusement permis de mieux cibler les causes reliées aux risques psychosociaux afin de surtout arriver à améliorer la situation. Étant donné que le travail des personnes œuvrant dans les centres d'appel d'urgence est souvent très complexe et engendre surtout des émotions négatives, nous sommes heureux de constater que l'étude nous permettra de proposer des pistes d'action concrètes et ultimement arriver à implanter des actions. Un comité de suivi a d'ailleurs été formé pour assurer le suivi de l'étude et encore une fois, nous pouvons compter sur la collaboration de l'Institut. Est-ce que la recherche peut nous offrir des solutions? Ma réponse est oui. Merci beaucoup.